feu. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférés. Dans le théâtre tumultueux de la vie, le respect et la dignité ne s'achètent pas, ils se conquièrent de haute lutte. Pour Krishna, une jeune femme issue d'un milieu modeste en Inde, ce combat n'est pas seulement une aspiration personnelle, c'est une question de survie sociale. Elle incarne l'espoir de toute sa famille à travers un objectif colossal, réussir le prestigieux et difficile concours de BDO, le Block Development Officer, afin de devenir une haute fonctionnaire de l'administration, une véritable figure de l'autorité. Mais dans une société encore profondément ancrée dans les traditions et les hiérarchies de pouvoir, le chemin vers l'émancipation est pavé d'humiliation. La scène s'ouvre sur un moment d'une tension psychologique rare. Babluji et les aînés de la famille ont pris une décision qui, en apparence administrative, s'avère être un véritable test de caractère pour la jeune femme. Renvoyer Krishna auprès du redoutable et influent Tintin Singh pour lui offrir le prasad, cette nourriture sacrée bénie lors des rituels religieux. Pourquoi une telle démarche était-elle si cruciale? Pourquoi l'envoyer directement dans la fosse aux lions, face à un homme dont le mépris pour sa classe sociale est de notoriété publique? Babluji garde le secret de ses intentions, convaincu que pour forger l'acier, il faut le passer par le feu. Pendant ce temps, dans la demeure opulente de Tintin Singh, l'ambiance est aux festivités et à la démesure. Les invités de marque se pressent, les flatteries fusent. On offre à Bayaji des attentions particulières, comme ce pan spécial préparé avec soin au carrefour de la gare. Tintin Singh, confortablement installé dans sa supériorité, savoure son pouvoir. Mais derrière les sourires de façade, la haine et les rumeurs serpentent. Dans l'ombre, les langues de vipères s'activent, accusant Krishna d'utiliser des charmes féminins, des manipulations psychologiques, pour piéger le jeune et riche Pintu Babu dans ses filets. Pour les puissants, une femme pauvre qui tente de s'élever ne peut être qu'une intrigante. On l'accuse, elle et son père, de mener une guerre psychologique sous couvert de piété. C'est dans cette atmosphère lourde de préjugés que Krishna avance. Elle porte en elle la pureté de sa démarche, mais elle ignore encore la violence de la tempête qui l'attend. Lorsqu'elle pénètre dans l'enceinte de la célébration, Krishna est accueilli par un silence pesant qui tranche avec la musique ambiante. Elle s'approche des aînés, de son oncle et de sa tante, s'étonnant avec douceur de leur absence à la cérémonie de prière officielle. La réponse de sa tante fuse, teintée d'une ironie mordante. Comment aurait-il pu se déplacer alors qu'un immense banquet de cette envergure exigeait leur présence pour accueillir dignement les invités? Après tout, l'arrivée imminente de Bayaji passait avant tout le reste. Faisant preuve d'une politesse à toute épreuve, Krishna tend le récipient contenant le prasad. Elle prononce ces mots pleins de respect, « Je vous ai apporté le prasad. S'il vous plaît, donnez-le à Bayaji. » C'est à ce moment précis que le temps semble se figer. Tintin Singh se tourne vers elle. Son regard n'est pas celui d'un homme recevant une bénédiction divine, mais celui d'un tyran offensé par la présence d'une intruse. L'affront qui va suivre est d'une violence psychologique inouïe. Au lieu de tendre la main, Tintin Singh éclate d'un rire sardonique et lance des accusations délirantes. Tun Singh. Tu as amené toute ta famille ici, et maintenant tu te retrouves seul. Quelle sorte d'herbe magique as-tu donnée aux membres de ma propre famille pour qu'ils courent tous chez toi, la bouche grande ouverte? Dis-moi, où as-tu appris cette science de l'hypnotisme? Le silence devient de plomb. Les invités observent la scène. Krishna, pétrifié, retient ses larmes. Tintin Singh continue de déverser son venin, refusant catégoriquement de toucher à la nourriture sacrée. Il pousse la paranoïa jusqu'à insinuer que le prasad est empoisonné ou ensorcelé, un piège mystique destiné à le soumettre à son tour. Je ne mangerai pas ce prasad issu de la sorcellerie. Reprends-le et retourne d'où tu viens. Hors de ma vue, crie-t-il en repoussant brutalement l'offrande. Le rejet est total. Le coup est porté non seulement à Krishna, mais à sa foi et à sa dignité. Blessée au plus profond de son être, la jeune femme n'a d'autre choix que de rebrousser chemin, le cœur brisé, sous les yeux d'une assistance passive ou complice. De retour chez elle, les larmes aux yeux,
Krishna tente de dissimuler sa détresse. Elle prétend vouloir simplement chercher de l'eau pour changer de sujet, mais son attitude trahit la violence du choc qu'elle vient de subir. C'est alors que son mentor, son guide dans cette quête administrative et humaine, l'arrête net. Il a tout compris. Il sait que ce qui vient de se passer n'est qu'un infime échantillon de ce qui l'attend dans le monde réel. Le mentor. Arrête-toi, Krishna. Un seul homme t'a dit des paroles blessantes, il t'a troublé, et te voilà qui fuit en pleurant, en essayant de masquer la vérité. Écoute-moi bien. Le mentor utilise alors des chiffres froids et implacables pour lui faire prendre conscience de la réalité du monde du travail et de la haute administration. Chaque année, explique-t-il, des centaines de milliers de candidats se présentent au concours de BDO. Seule une infime fraction, à peine 5000 personnes, parvient à franchir l'étape des examens préliminaires. Ensuite, après les épreuves principales, ils ne sont plus qu'un millier à atteindre l'étape ultime et redoutée de l'entretien d'embauche devant un jury. Et au final, seuls 500 élus auront le privilège d'exercer cette fonction, le mentor. Tu te rends compte de la difficulté de cet entretien. Fuir face au problème n'a jamais été une solution. Aujourd'hui, c'est mon père qui t'a déstabilisé dans le cadre familial. Mais demain, lors de l'entretien officiel, quand tu seras assise seule face à un panel de 6 ou 7 examinateurs chevronnés qui vont te bombarder de questions de toutes parts pour tester tes limites, que feras-tu? Est-ce que tu vas éclater en sanglots et fuir la pièce de la même manière? Krishna, réagissant à la défensive, rétorque que lors de l'entretien officiel, personne ne se permettra d'attaquer son intégrité morale ou de l'accuser de sorcellerie ou de manipulation pour ensorceler les gens. Mais le mentor balaye cette naïveté d'un revers de main. Dans quel livre est-il écrit qu'un jury n'a pas le droit de poser des questions déstabilisantes? L'examen ne porte pas uniquement sur les connaissances académiques ou la culture générale. Il s'agit d'un test approfondi de l'agilité intellectuelle, de la gestion du stress et de la capacité à maintenir son équilibre mental en situation de crise majeure. Il lui rappelle une vérité crue, elle n'a ni fortune, ni relation haut placée, ni lettre de recommandation. Elle ne peut compter que sur elle-même. Si elle abandonne face à la première humiliation, ce n'est pas seulement son rêve qui s'effondre, c'est aussi l'espoir de son père, un homme qui a tout misé sur elle. Si elle perd cette bataille par manque de courage, son père perdra sa propre guerre contre la fatalité. Ces mots agissent comme un électrochoc. Krishna redresse la tête. Elle comprend enfin la manœuvre de son mentor, l'envoyer chez Tintin Singh n'était pas une punition. C'était un exercice pratique de survie psychologique. Je comprends maintenant pourquoi vous m'avez envoyé là-bas, dit-elle, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Chaque instant de la vie est une leçon. Je n'y retournerai plus jamais en victime. Désormais, je vais me battre. Pendant que Krishna forge son esprit guerrier dans la douleur et l'étude, un tout autre spectacle se joue dans la maison de Tintin Singh. On y prépare l'avenir de Pinky, la rivale superficielle de Krishna. Pinky apparaît vêtue de ses plus beaux atours, maquillée et parée comme si le jour de son mariage était déjà arrivé. La raison de cette transformation. Une grande fête a été organisée par son père, attirant une foule de curieux et de courtisans. Pour Pinky, l'apparence est tout, elle savoure d'avance ses fiançailles imminentes avec Pintu. Dans la cour, l'agitation est à son comble. On s'affaire à transporter des bagages et du matériel, sous les ordres stressés des parents qui s'impatientent. Tintin Singh s'agace de la lenteur des siens, est-ce qu'on rentre à la maison ou est-ce qu'on s'installe ici définitivement? Je ne sais pas quelle potion on donne à ma famille pour qu'elle soit si lente. S'exclame-t-il, alors que le groupe finit par se rassembler pour les salutations d'usage. Une fois les formalités passées, Pinky se projette déjà dans son futur rôle d'épouse d'un homme puissant. Elle s'imagine partageant des moments de complicité feinte avec Pintu. Dans son esprit, elle se voit lui préparant du café, symbole pour elle d'un statut social élevé, une boisson de ce monde. Lorsque Pintu lui fait remarquer avec simplicité qu'il préfère le thé traditionnel, Pinky le reprend avec une pointe d'arrogance bourgeoise. Pintuji, les gens importants boivent du café, pas du thé.
Et puisque je suis sur le point de devenir une haute fonctionnaire, vous devez vous y habituer. Mais la réalité brise rapidement cette bulle de vanité. Alors qu'elle s'imagine déjà au sommet, une violente crampe au pied la ramène sur terre, provoquant une scène presque comique où la douleur physique interrompt brutalement ses délires de grandeur. Sa mère accourt, tentant de la rassurer et de chasser le « mauvais œil » qui, selon elle, pèse sur les rêves de sa fille. C'est le portrait parfait d'une classe sociale obsédée par le paraître, la richesse matérielle et le qu'en dira-t-on, à des années-lumière de la quête spirituelle et intellectuelle de Krishna. Nous changeons radicalement de décor pour revenir au foyer de Krishna, où l'atmosphère est diamétralement opposée. Ici, pas de luxe tapageur, mais une effervescence sincère et touchante. La nouvelle de la réussite de Krishna aux premières étapes du concours s'est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier et le village. Pour ces gens modestes, Krishna est déjà une héroïne, la future Afsar Bitiya, la fille officier. Sa jeune sœur, Chanchal, est en plein rêve éveillé. Elle sautille de joie en s'imaginant le jour où sa sœur aînée sera officiellement installée dans ses fonctions. Chanchal. Maman, quand grande sœur sera BDO, tu te rends compte de l'impact que cela aura pour nous à Bhagalpur. À l'école, tout le monde va me respecter. Et elle aura cette grande voiture blanche officielle, maman. Une voiture de fonction avec son propre chauffeur privé. Quel immense plaisir ce sera. La mère, tout en essayant de continuer ses tâches ménagères, sourit face à cette innocence, mais elle ressent aussi le poids de cet espoir. Chanchal continue de plus belle, décrivant la grande maison de fonction, les domestiques, le respect de la communauté. Pour cette famille qui a toujours vécu dans l'ombre et la précarité, la réussite de Krishna est perçue comme un passeport pour la liberté et la sécurité. Cependant, cette reconnaissance précoce apporte aussi son lot de lourdes responsabilités. À l'extérieur de la maison, une véritable file d'attente s'est formée. Les voisins, les villageois, viennent féliciter le père, Vidya Babu, mais ils viennent aussi chercher de l'aide. Dans une scène poignante, un voisin s'approche, des documents juridiques à la main. Il explique ses malheurs, des voyous locaux de forte envergure ont profité de sa faiblesse pour usurper ses terres. Il supplie Vidya Babu de faire intervenir Krishna dès qu'elle sera en poste pour régler ce litige foncier. Vidya Babu, homme humble et d'une grande intégrité, intervient immédiatement avec diplomatie et prudence. Vidya Babu, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Elle n'est pas encore officiellement devenue officier. Mais si vos prières et vos bénédictions l'accompagnent, elle le deviendra sûrement. À ce moment-là, elle fera tout son possible pour aider la communauté. Je vous remercie pour votre soutien. Le voisin se retire, plein d'espoir. Le père regarde les documents, conscient que chaque pas en avant de sa fille suscite des attentes immenses qu'il ne faudra pas décevoir. La pression est maximale. Krishna n'étudie plus seulement pour elle-même, elle porte sur ses épaules les larmes des opprimés, les rêves de sa petite sœur et l'honneur de son père. La vidéo se clôt sur cette dualité saisissante, d'un côté, la haine et le mépris des puissants qui cherchent à briser une trajectoire ascendante, de l'autre, la ferveur et l'espoir d'un peuple qui croit en la justice sociale à travers l'éducation. La véritable bataille de Krishna ne fait que commencer. Elle a compris que les livres lui donneraient le savoir, mais que c'est sa force de caractère face à l'adversité qui ferait d'elle une véritable. L'histoire de Krishna nous rappelle que le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il est jalonné de doutes, de larmes et de confrontations avec ceux qui refusent de voir les lignes bouger. Mais comme le disait son mentor, la véritable formation ne se fait pas dans les salles de classe climatisées, elle se fait au cœur des épreuves de la vie quotidienne. Reste à savoir si cette détermination nouvelle suffira à briser les barrières de la corruption et du mépris lors de l'entretien final.